Notre second sujet, c'est la République démocratique du Congo, où les ministres expriment leur indignation après une brève interpellation de leurs collègues de la justice. Le Premier ministre RD congolais Sylvestre Ilunga Ilukamba a fait part de son indignation au président Félix Tshisekedi après la brève arrestation arbitraire samedi soir du ministre de la Justice. Nouvelle crise au sein de la majorité de la coalition au pouvoir, d'ordinaire très discret. Le Premier ministre est issu du même camp que l'ex-président Joseph Kabila qui gouverne en coalition avec son successeur Félix Tshisekedi. Il faut rappeler que la majorité des 66 membres du gouvernement est issue du parti de M. Kabila et c'est le cas du ministre de la Justice Célestin Tunda Yakasende, relâché après plusieurs heures d'audition au parquet. Ambroise Konjo, l'affaire est curieuse. Le ministre de la Justice a été interpellé. On va revenir peut-être après sur les circonstances. Mais on se plaint, on accuse l'autre aile de la coalition, c'est-à-dire le parti du président Tshisekedi. Et pourtant, j'allais dire, c'est le parquet qui a interpellé le ministre de la Justice qui est patron du parquet. Oui, je crois que là, nous sommes en train de voir une situation où le pays, la RDC serait actuellement assise sur le Nyiragongo. Le Nyiragongo, c'est le volcan du milieu. Donc, quand on s'assied sur un volcan, il faut s'attendre à des surprises à tout moment. Vous savez, moi, tout ça là, c'est ridicule. C'est-à-dire que le camp Kabila doit s'y attendre. Parce que on ne peut pas faire un accord et vouloir blanchir ce qui vient de son camp. L'accord ne disculpe pas les crimes économiques, les crimes, tous les crimes, toutes sortes de crimes qu'on peut estimer être dangereux pour la construction d'une république digne de ce nom. Si Tshisekedi est arrivé à débusquer son directeur de cabinet qui se trouve actuellement en prison, mais comment peut-on épargner quelqu'un qui est du camp issu d'un accord, c'est-à-dire le camp Kabila, qui serait peut-être soupçonné de quoi ici, on lui reproche une procédure dans une transmission de dossiers au niveau du Parlement qui n'a pas consulté ni l'exécutif ni le cabinet du Premier ministre. C'est la marche vers la démocratie qui est en train de gêner certains, qui ont gouverné avec une main de fer, qui ont gouverné dans le sang, qui ont gouverné avec le pillage des ressources, qui ont gouverné avec le népotisme, la gabégie et toutes les richesses du Congo s'est retrouvées dans la main de certains oligarques qui ne veulent plus lâcher faire, qui les a conduits même à signer un accord avec l'actuel président. Et l'erreur que Tshisekedi a fait, il est en train de récolter les conséquences aujourd'hui. Il n'a pas gagné les élections. C'est l'autre qui avait gagné les élections, mais ils ont tout fait. Officiellement, on nous dit que c'est lui. Ok, on s'en contente. Il a tout fait pour garder, mais il voulait quand même honorer son engagement vis-à-vis du peuple, de voir ce qui n'allait pas, de les faire sortir, pour qu'on ne dise pas que c'est lui qui l'a fait, pour aller graduellement vers un état de droit. C'est là où Tshisekedi tend à aller et que ça commence par gêner le partenaire. Si Kabila prend son vélo pour circuler dans la ville, mais s'il amène quelqu'un qui est ministre et qui est inquiété, que le parquet, que la justice fasse son travail. Si Kamere est arrivé à aller en prison, ça n'exclut pas que quelqu'un du camp Kabila, il se croit tout puissant, parce qu'ils sont là, ils ont créé un accord bidon et bizarre qui puisse les permettre de vivre dans l'illégalité, pas dans l'illégalité, dans l'impunité totale, jusqu'à ce que qu'on dise que Tshisekedi viole tant et tant et tant. Il est là aujourd'hui, c'est lui le président. Il sait qu'il est dans un engrenage. Il sait qu'il est dans un piège. Si il n'ouvre pas la boîte de Pandore, qui puisse avaler beaucoup de gens qui sont hors la loi dans le fonctionnement de la République, en termes de gestion financière, en termes de gestion des ressources, surtout minières. La RDC est le pays le plus riche au monde, si les spécialistes me le confortent. C'est dire que le camp Kabila ne devait pas s'inquiéter. Ils doivent laisser la justice faire son travail. Si la même justice est arrivée à prendre que Kamere, donc c'est que la même justice peut prendre aussi les gens du camp Kabila. Je pense que ici, ce qui offusque le camp Kabila, c'est surtout la procédure, parce qu'un ministre ne se cueille pas comme un individu lambda.
Mais au Cameroun, ça se fait, je suis désolé. Au Cameroun, on cueille les gens comme une mangue. Ouais, peut-être que S'il y a flagrant délit, d'accord, mais- les dispositions procédurales au Cameroun permettent de cueillir n'importe quel citoyen, à quelque rang qu'il appartienne, mais en RDC, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'il a eu une idée? C'est ce que déplore le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement. Il n'y a pas flagrance délit. Et qu'est-ce qu'on reproche au vice-premier ministre chargé de la justice? Avoir donné avis favorable qu'il y ait réforme de la justice, mettant les procureurs sous l'autorité du ministre, qui peut les nommer et les démettre de leurs fonctions. Tu vois, alors, les gens travaillent pour l'intérêt. Qui maintenant, mais il n'est pas né premier ministre, vice-premier ministre chargé de la justice. Il a été nommé, il peut quitter. Quand on passe par la réforme, ce n'est pas nécessairement pour celui qui est aux affaires. C'est pour celui qui est là et pour tous ceux qui viendront. Maintenant, il faut voir le bien fondé. Il faut voir le bien... Non, pourquoi elle n'est pas démocratique? C'est un projet de loi qui a été initié et le vice-premier ministre chargé de la justice a donné son avis en transmettant le projet de test. Alors, si l'Assemblée... C'est ce qui lui est reproché. Il paraît qu'il n'avait pas eu avis du chef de l'exécutif ou même de l'exécutif dans son ensemble avant de transmettre ses observations au gouvernement. Nous sommes parfaitement d'accord que le Premier ministre n'ait pas donné son OK avant que le vice-premier ministre n'envoie le document au Parlement. Mais là, ce n'est pas le Premier ministre qui s'en plaint, qui a saisi le parquet pour qu'on interpelle le vice-premier ministre. Le parquet s'est auto-saisi. Comment le parquet est-il rentré en possession du document et de la correspondance du vice-premier ministre en charge de... Le parquet, c'est son boulot. Non. Comment il est rentré en possession et comment il peut tout de suite aller interpeller un ministre, un vice-premier ministre, sans même l'avis du premier ministre. Ça veut dire que quelque part, des gens, chacun se sent à un niveau d'un empire où il est libre de décider. Ce n'est pas pour rien que le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement ont protesté contre cet acte-là. C'est pour montrer la solidarité de l'ensemble du gouvernement à ce vice-premier ministre chargé de la justice pour ce qu'il a subi de façon humiliante. Là, ça pose le problème du caractère sacré des institutions. Il n'est pas exclu qu'un Premier ministre soit interpellé, mais il faut respecter les procédures. C'est très important. Si aujourd'hui c'est le vice-premier ministre, demain ça peut être le président de la République, ça peut être le Premier ministre et tout autre membre du gouvernement ou d'une institution. Dans ce cas, l'appareil judiciaire est en train de détruire l'État dans son ensemble. Si les institutions ne sont pas respectées, si les hommes qui les incarnent ne sont pas respectés, c'est l'ensemble du pays qui va vers le péril. C'est très important. On ne recuse pas le fait de reprocher ou d'entamer une procédure contre une autorité à quelque rang qu'elle appartienne, mais il faut respecter les règles de l'art. Il faut respecter les procédures. C'est très important. Je ne partage pas entièrement son avis parce que quand il parlait tout de suite du président, si le président commet une erreur aussi gravissime, on peut intenter une action comme le chef de l'État. Parce que pour les chefs d'État, qui sont d'ailleurs dans la cabosse des gens qui sont élus, c'est la loi martiale qui est appliquée souvent dans les pays à démocratie avancée. Ici, nous sommes... Monsieur Kondjo, vous serez d'accord que des policiers tombent sur le président de la République dans la rue parce qu'on le soupçonne d'avoir posé un acte illégal? Non, ce n'est même pas ça. Ici, nous sommes... Ici, c'est le procureur. Et le procureur, tout dépend du pouvoir qu'on en donne à ce procureur. C'est le parquet. Quand on parle de parquet, c'est les gens qui s'auto-saisissent ou qui sont saisis souvent par rapport à des difficultés.
liées Mais à la ici- mauvaise gestion Oui, ou mais- liées à une infraction dans la Mais République. ici, c'est quand même assez curieux parce que si le tort du vice-premier ministre chargé de la justice, c'est simplement d'avoir transmis au Parlement les observations du gouvernement sur les 3 Ça, propositions en la de forme, loi. on peut contester Ouais, si c'est la ça procédure. juste son tort, on Oui. ne voit pas pourquoi un parquet se Surtout saisir de Oui, pour ça, venir ça- l'interpeller chez lui. ça soulève un anguille sous roche. C'est qu'il y a un problème. Mais on ne sait pas par quel moyen prendre le monsieur. C'est-à-dire, quand vous lisez, je dis bien, en la forme, la procédure est certainement viciée. Oui. Je ne maîtrise pas la procédure. Mais en la forme, on peut quand même reprocher des choses à cette manière d'interpellation. Mais je me dis que tout cela est lié au caractère tendu même de l'accord qui est signé. C'est-à-dire, au lendemain de l'accord qui est signé, les conséquences, les effets sont en train d'arriver. Et ces effets-là, c'est ce que nous avons vu. Au demeurant, le monsieur n'est pas un élu, hein, il est un nommé, comme on l'a si bien dit, et qu'il peut être inquiété à tout moment, comme Caméré l'a fait. On peut aussi reprocher, je viens de le dire, la procédure. Maintenant, pourquoi tout ce tentation? La personne, ils sont tous vent debout contre qui? Ce n'est pas le chef de l'État qui a demandé, c'est le parquet. Ce parquet-là existait au temps du président Kabila. Oui. Ce parquet-là, les procureurs dont on parle même, tout cela existait. Sauf qu'ici, ce qu'il est en train de transmettre, sans avoir avisé la hiérarchie exécutive, Oui. c'est qu'on lui reproche que désormais, le parquet ou les procureurs seront sous la coupole, si j'ai bien saisi Oui, la du truc. ministre de la Justice. Voilà. Donc c'est ça, c'est là où ça pose un problème pour certains. Au point qu'on puisse l'interpeller. Même si on sait que ce genre de trucs ne pouvaient en principe pas faire l'objet d'interpellation. Mais C'est ça. justement, vous revenez au point essentiel. Si le parquet, ou du moins ceux qui incarnent ce niveau de justice, se permettent d'intimider le ministre, le vice-premier ministre chargé de la justice, parce qu'on est en train de faire des réformes qui vont toucher leurs services, et alors ils se croient indispensables. Par conséquent, il faut tenter de bloquer les réformes. Là, je suis désolé, ce n'est donc plus une justice, mais c'est un gangstérisme qui s'installe. Ce n'est plus de la justice, c'est du gangstérisme qui s'installe. Si au niveau Le des gangstérisme était procédures, là avant l'arrivée de Tshisekedi. si au niveau des procédures, dans le fonctionnement du gouvernement, il y a vice de procédure, il ne revient pas au parquet de s'auto-saisir, au lieu que ce soit le Premier ministre qui reproche à son vice chargé du ministère du département de la justice, ah, vous avez vicié la procédure, il fallait tant. Ce n'est pas une affaire de parquet, il n'est pas en flagrant délit pour avoir commis quelle faute. Ah non, ça ne se passe pas. Mais seulement, s'il faut lier cette affaire du ministre en charge de la justice et le jugement du chef de cabinet de Kabila, vous allez voir qu'il y a, comme vous l'avez dit, anguille sous roche. Chaque toujours élément veut titiller. Hein? c'est vrai. Chaque camp utilise les pions dont il dispose pour titiller le camp adverse. Cela a amené à penser à une évaluation des actions de la coalition à la tête du pays. Comme vous l'avez dit, oui, Tshisekedi a été mal élu, disons. Qu'on le veuille ou non, c'est lui qui est au pouvoir. Sauf qu'il ne détient pas toutes les rênes du pouvoir. Maintenant, il veut l'en détenir. Est-ce qu'il en a les moyens? Puisqu'il s'est vu taclé par l'incarcération, ou du moins c'est la condamnation de son directeur de cabinet, il veut utiliser aussi ses pions pour titiller le camp Kabila auquel appartient le vice-premier ministre dont il est question. Mais là, il risque de se créer de sérieux problèmes parce qu'il ne détient pas le Parlement. C'est-à-dire que c'est un ballon d'essai. J'ai fait la lecture de ce ballon d'essai qu'a lancé ceux-là qui sont proches de l'exécutif, c'est-à-dire du côté présidentiel, pour faire comprendre à ceux-là qui sont de l'autre camp, c'est-à-dire du camp kabyliste, qui ne sont plus intouchables. C'est-à-dire c'est des gens qui, à un moment donné, vous comprenez qu'ils se prennent des gens qui sont intouchables. Ils ont leur même mise sur tout, y compris dans la police, dans l'armée, dans les mines, tout ça là. D'accord. Il faut attendre qu'ils commettent la faute qui permet de les arrêter. Il y a tellement de choses. Mais c'est justement, c'est un message qui a été, à mon sens, même si, je le dis, la procédure est discutable. Et
c'est un message qu'on envoie à ceux-là qui sont du cas Kabila que, messieurs, vous n'êtes plus intouchables. À tout moment, on peut vous prendre. Ça, c'est déjà bon. C'est un bon signe pour la démocratie. Parce que quand on prend Kamere, ça veut dire que personne n'est plus épargné. Même Kabila qui circule à vélo maintenant, à Kinshasa, là, à tout moment, on peut le prendre. Il ne fera rien. Non, parce que celui qui est un citoyen, celui qui est, simple pour citoyen, lui, comme ne prend pas ça en simple citoyen. Tu as vu la loi qu'ils ont votée par rapport à son immunité, à tout. Et ils ont tout fait pour garnir l'Assemblée par la majorité qui lui est acquise, même au Sénat. C'est dire que, à un moment donné, tout cela, c'est ce qu'il dit en train de faire un travail de fourmi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui mettent même le pied dans la fourmilière. À un moment donné, ça va exploser. Et les prophètes vous diront qu'on avait prédit ça. Tout simplement parce que Kabila fait tout pour revenir encore. Sauf que la carte que Tshisekedi est en train de jouer, au cours de la prochaine élection, pour Kabila et son cas, c'est fini ça. Alors, et nous qui sommes des démocrates, notre souhait, c'est que ce régime a tellement commis de crimes, de sang, dans ce pays. Tellement de crimes que nous n'avons rien contre Kabila et tout ce monde-là. Il y a les chefs de police qui se permettent de tout. Pour Libert Chebeya et Fidel Bazana, des gens, même les envoyés spéciaux des Nations Unies ont été tués comme ça dans ce pays. Et personne ne dit rien. Ce qui est sûr, en démocratie, ce sont les lois qui s'appliquent. Les lois fabriquées maintenant par les tenants qui sont au pouvoir. Ambroise, lorsque une loi est en vigueur, on sait comment les lois sont fabriquées en Afrique. On la réforme avant d'obtenir la nouvelle loi à appliquer. Mais lorsqu'on se permet des comportements qui transgressent la loi, on n'est plus en démocratie. Les lois sont maintenant fabriquées. Qu'elles soient fabriquées, quelle que soit la manière dont elle a été conduite et adoptée, à partir du moment où c'est cette loi qui est en vigueur, elle doit être respectée jusqu'à ce qu'elle soit modifiée. Tant qu'elle n'est pas modifiée, je ne sais pas comment un individu peut se lever et aller décider de poser un acte. Mais là, ce n'est plus de la démocratie, c'est du désordre, c'est l'anarchie et c'est une implosion qui n'arrange ni Tshisekedi, ni Kabila, personne. De toute façon, en RDC, l'implosion arrive. Après cet incident, il y a l'ancien candidat du parti de Kabila, Emmanuel Ramazani Chadari, qui a réagi et qui a dit clairement, s'ils ne veulent plus de la coalition, allons à la cohabitation. Donc, dans ce cas, Tshisekedi est président, Kabila rentre dans l'opposition et ça va être compliqué pour lui. Oui, c'est vrai, vous savez, ce serait même terrible. Hein, et l'implosion ne serait plus loin. Vous savez, les gens surfent sur la légalité des textes pour commettre des bévues. On sait comment, en Afrique, maintenant, les pays dont les institutions ne sont pas fortes fabriquent des lois. Prenons le cas de notre pays, l'Assemblée nationale. Tous ceux qui sont députés là-bas, moi, d'abord, je ne les prends pas au sérieux. Ça, c'est Ambroise Mondio. De deux, je ne crois même pas à une petite crédibilité de leur élection. Devant eux, je peux leur dire ça clairement comme ça. Parce que c'est les gens, je l'ai toujours dit, on a pris des bics, on a pris des gens, on a nommé des gens. Ça mettez ça en quelque part. C'est ce qui se passe dans les pays africains. En dehors de certains pays dont les institutions sont fortes, le Malawi, le Kenya, ou même la Cour suprême peut démettre un président parce qu'il a été mal élu. Vous savez ce qui s'est passé au Malawi? On ne peut jamais avoir ça dans des pays francophones, notamment au Togo, peut-être au Sénégal ou au Bénin, entre-temps. Je précise entre-temps. Ça vous dit que la question de la légalité surplante la question de la légitimité. Dans plusieurs pays maintenant, on fabrique des lois qui sont favorables à ceux-là qui gouvernent pour cacher des crimes, que ce soit financiers ou de sang. On cache tout ça là pour pouvoir durer au pouvoir. C'est ce qui se fait maintenant au Togo. C'est ce qu'on a en Côte d'Ivoire. Ouattara est en train de fabriquer aussi quelque chose comme ça. Si jamais il partait, il va placer son pion. Quand vous allez en RDC, c'est ce que les Kabylistes ont fait jusqu'au jour d'aujourd'hui. Quand vous allez, en plus, dans quel pays encore? Au Tchad, il y en a plein. Au Gabon, c'est ça. Donc, Tshisekedi, tant bien même qu'il a été mal élu, on le dit, est en train de rebattre la carte démocratique, de ramener petit à petit la question de la démocratie. Que cette coalition, qui est déjà en lambeaux, dans le virtuel, se reflète dans la réalité et qu'on sache que cette coalition n'existe plus. Et qu'on donne finalement raison à l'autre, à l'ancien allié de Tshisekedi,
qui avait revendiqué la victoire. Martin Fayoulou. Donc, c'est dire que ce pays, même au-delà des contingences politiques nationales et des petites querelles nationales, ce pays attise tellement de convoitises extérieures liées aux mines au coltan, au cobalt. Il y en a tellement que je crains même que des néo-impérialistes viennent encore. Parce que Kabila a duré au pouvoir à cause de certains néo-impérialistes. Donc, on ne peut jamais écarter les vautours de l'extérieur en dehors des vautours qui sont à l'intérieur. Si la coalition implose et qu'on va à une cohabitation, ça va être compliqué de gouverner, de diriger le pays pour le président. Si jamais on arrivait à cette cohabitation, alors Tshisekedi n'aura que ses yeux pour pleurer. Il aura tout simplement constaté qu'il a regardé sans voir. Comment peut-on accepter être élu alors qu'on est sûr qu'on ne représente absolument rien au niveau de l'Assemblée nationale? Même le camp Fayoulou, qui réclamait la victoire au présidentiel, mais tous n'ont pas su que la force de diriger résidait réellement au niveau du Parlement. C'est là où le camp Kabila a misé gros. Aujourd'hui, la cohabitation va anéantir toute velléité de Kabila. Il ne pourra plus rien. Parce que désormais, Tshisekedi, je veux dire, Tshisekedi ne pourra plus rien parce que le Premier ministre sera camp Kabila. S'il veut, il forme l'ensemble du gouvernement purement camp Kabila. Et alors, que devient le président? Rien, absolument rien. C'est l'erreur générale des hommes politiques en Afrique et surtout de l'opposition. On ne regarde que le fauteuil présidentiel. Au Togo, on n'a pas compris que les élections législatives de 2018 étaient vraiment déterminantes pour la suite de la vie politique au Togo. Certains ont pensé qu'ils étaient indispensables et s'ils ne participent pas, eh bien les élections n'auraient pas eu lieu ou bien l'Assemblée qui serait issue ne serait pas valable. Elle n'est même pas légitime. Elle est là, elle travaille, elle vote les lois qui gouvernent le pays. On a tenté de nous démontrer que le taux de participation de 50 et quelques % n'était pas suffisant pour que les élections soient valides. Aujourd'hui, prenez les élections en France. Nous avons 60% de taux d'abstention, mais les élections sont bien faites. Autrement, il faut qu'on sache tricher les bonnes choses pour en tenir compte dans la gestion quotidienne de notre vie politique, sociale, économique de nos pays. On peut bien vociférer lorsque celui qui a le pouvoir prend des lois en sa faveur. Le gouvernement ne peut jamais prendre des décisions ou des lois en faveur de son opposition. Jamais. Il faut avoir les moyens de gouverner. Lorsque vous mettez hors du système de gouvernance, vous n'apprenez même pas à gouverner, de sorte que lorsque vous aurez un brin de pouvoir, vous ne pourrez pas gérer. Prenez l'exemple des maires issus de l'opposition radicale. La plupart sont en difficulté. Allez vous renseigner un peu ce qui se passe dans ces mairies. Même les procédures administratives, ça pose problème. Non, c'est normal, puisque alors, ils viennent de commencer. Quand on ne veut jamais aller apprendre, on ne peut pas même gouverner. Les maires unis aussi ont si bien que il vaut mieux aller à l'apprentissage de la démocratie, aller à l'apprentissage de la gestion du pouvoir en collaborant, en allant à la collaboration, en se rendant disponible à servir. En ce moment, on peut devenir un leader responsable demain. S'il y a dissension dans l'exécutif en RDC, à qui ça profiterait? Bon, cette question, je crois que ceux-là qui ont fabriqué des lois, qui occupent aujourd'hui l'Assemblée à majorité, je crois que c'est à eux que ça va profiter, classiquement. Sauf que la démocratie dont on parle ici, c'est une démocratie dirigée, fabriquée et dirigée vers la conservation du pouvoir par un clan, et non au profit du peuple. C'est ce que je tente de démontrer. Quand il parlait de démocratie, tout ça là, certes, eux, ils appellent démocratie, mais c'est une démocrature. Parce que des gens ont un habillage démocratique qui, au fin fond, présente des risques pour le peuple.
Parce que finalement, la démocratie ne va jamais éclore. La démocratie est mise sous éteignoir. Les gens vont croire à l'extérieur qu'on a de très beaux lois, belles lois. On a des textes qui sont jolis et que les gens copient. Mais au final, on ne va nulle part. Parce que ceux qui sont là, ils ne font que des lois qui profitent à eux leur intérêt. C'est comme ce qui se passe actuellement. Qui a élu les députés qui siègent à l'Assemblée congolaise? congolaise? On peut élire des gens, on tronque les résultats. Ça aussi, on ne vous le dit pas. Quand je prends le cas du Togo, ce que nous on a vécu ici à Lomé, le serait qu'à Lomé qui prend pratiquement le tiers de l'électorat. Mais Lomé Et dans certains, c'est le discours qu'on vous raconte. Non, c'est pas. C'est-à-dire que dans tous les pays au monde, n'est pas le Togo non plus. Oui, dans tous les pays au monde, on se bat toujours sur la capitale. Parce que c'est une ville cosmopolite où c'est un échantillon même de tous les pays. Donc on fait en sorte que même dans certains milieux, vous allez voir les 2/5 qui représentent tout l'électorat. Mais qui est-ce qui a voté 120%? Vous avez appris quoi? À Soutoubois, les gens sont allés jusqu'à 120%? Et que la Cour a obligé de corriger. C'est vous dire que... Non, c'est ça. C'est les chiffres qui ont été publiés. Non, ça, il n'est pas au courant. À Soutoubois, les chiffres ont dépassé 100%. Vous n'avez pas appris ça? Oui, mais en même temps, il peut arriver que les chiffres dépassent 100%. Par quelle alchimie? Quand vous prenez, par exemple, je veux juste prendre l'exemple d'une CEAI. Il ne faut même pas chercher à défendre. Quand vous avez 27 et que vous avez 2 qui vont voter là-bas, non, c'est les jeunes qui ont été bourrés. Il ne faut même pas chercher à défendre. Et que vous, au lieu de 27 inscrits, vous avez 29 votants. Ce qui s'est produit, de participation. Ce qui s'est produit le 20, c'est mathématique, ce qui s'est produit en 2018, c'est une arnaque. C'est-à-dire que... On parlait de la RDC. Hein. Oui, on va en revenir. Ça n'atteint même pas 15%. Ben, laissons ça quelque part. On n'est pas là pour vérifier. Ceux-là, les Innocent Kagbara, les Jenny Tama, les Abbas Kabwa, tous ceux qui sont là-bas, là. Qui a voté, qui a Daï, qui a voté, qui a Bassa? Vous n'avez pas suivi l'ancien président de l'Assemblée nationale? Il n'est pas président de la CENI. Bon, je m'arrête. Donc, on va parler dans ce débat. C'est vous dire qu'en RDC, le problème aujourd'hui, c'est la transposition des problèmes que je viens d'évoquer dans mon pays, qui sont là-bas. On fabrique des lois, on fait en sorte que la loi profite au clan et non au peuple. D'accord, merci. Et non à la République. Partons pour la pause et nous allons revenir après pour continuer.